En septembre, après l'intrusion de drones dans l'espace aérien polonais, l'OTAN a envoyé des chasseurs pour intercepter. Ils ont tiré des missiles Air Intercept Missiles, 9 Sidewinder, chacun coûtant plus de 400 000 $ pour abattre des appareils qui ne valaient peut-être qu'une fraction de ce prix. En Estonie, des avions russes ont déclenché une réaction similaire, poussant des F-35 italiens et des patrouilles Airborne Warning and Control System turques à prendre les airs. Chaque heure de vol ajoutait des dizaines de milliers de dollars à la facture de sécurité de l'Europe. Pendant ce temps, les drones russes ne coûtèrent que quelques centimes comparés aux dépenses occidentales. Cette disparité rend la stratégie de l'Europe intenable, et c'est précisément pour cette raison que les décideurs européens proposent quelque chose de nouveau. Dans son discours sur l'état de l'Union le 10 septembre, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a évoqué l'idée d'un mur de drones s'étendant de la Finlande au nord jusqu'à la Roumanie au sud. Il s'agirait d'un bouclier défensif coordonné pour contrer les menaces non habitées. Bien que ces incursions aient donné un sentiment d'urgence au mur de drones européens, les détails techniques restent rares. Bien sûr, le mur lui-même ne serait pas fait de béton, mais de radars, de brouilleurs et d'armes anti-drones. Une fois opérationnel, il serait capable de détecter et d'intercepter des drones hostiles, à une fraction du coût de la surveillance aérienne traditionnelle. L'Europe apprend à ses dépens que répondre à un drone à 1 000 $ avec un missile à 1 million de dollars est une politique de défense si coûteuse qu'elle se saborde elle-même. Tout aussi importante est l'autre technologie de liberté, le kit de mise à niveau, HDAIT, conçu pour moderniser près de 1000 scanners corporels existants de la Transportation Security Administration avec des logiciels de détection avancés et des composants. Chaque unité coûte environ 125 000 $ et la Transportation Security Administration a déjà accordé à Liberté un contrat exclusif de 4,5 millions de $ pour le développement et le déploiement initiaux. Fait intéressant. La Transportation Security Administration a récemment annoncé que d'ici avril 2026, chaque aéroport américain devra commencer à contrôler les employés pour détecter les menaces explosives, et pas seulement les passagers. La plupart des aéroports ne disposent pas de l'équipement nécessaire. Ils devront donc agir rapidement. Et avec sa technologie approuvée par la Transportation Security Administration et son financement déjà en place, Liberté Défense est en bonne position pour répondre à cette demande. Divulgation complète. Pendant la guerre froide, le ciel de l'Europe était protégé contre un autre type de menace. L'OTAN a construit des chaînes de stations radars à travers le continent, soutenues par des escadrons d'intercepteurs et des batteries de missiles. L'ennemi, rapide, piloté et porteur d'armes nucléaires, mais le système fonctionnait. Cela fonctionnait parce que la menace et la réponse étaient symétriques. Des armes coûteuses répondaient à des armes coûteuses. Cependant, la puissance aérienne a considérablement changé. Les incursions d'aujourd'hui ne sont plus des flottes de bombardiers, mais des essaims de petits drones. Ils volent bas, lentement et à moindre coût. Contrairement à un MiG-29 ou un 295, ces machines peuvent être fabriquées en grande quantité, lancées en masse et remplacées à un coût minimal. Pour les armées, c'est perturbateur. La défense aérienne traditionnelle vise les menaces de grande valeur, pas les munitions rôdeuses à 20 000 $. La guerre a changé. Et le conflit en Ukraine illustre cette transformation comme aucun autre. Les drones sont devenus de plus en plus centraux sur le champ de bataille moderne. Pour l'OTAN, l'Ukraine sert d'avertissement quant au potentiel perturbateur des systèmes sans pilote et à la nécessité urgente d'adapter les défenses en conséquence. Des drones bon marché et largement disponibles sont utilisés avec efficacité par les deux camps pour saper les avantages traditionnels sur le champ de bataille. Les drones peuvent détruire des véhicules blindés et des systèmes d'artillerie valant des millions de dollars. Ils peuvent perturber la logistique et frapper des infrastructures critiques en plein cœur du territoire ennemi. Cette révolution menée par les drones est arrivée si rapidement qu'elle a pris beaucoup de monde au dépourvu, y compris l'Europe. Des années de sous-investissement dans la défense ont surchargé les missions de police aérienne de l'OTAN. Un système conçu pour dissuader les escadrons soviétiques se retrouve maintenant à pourchasser des drones avec des chasseurs furtifs de nouvelle génération. Bien sûr, c'est techniquement possible, mais stratégiquement absurde. En septembre 2025, des violations de l'espace aérien russe mettent l'OTAN en alerte constante. D'abord,
Près de 2 douzaines de drones de type Shahed ont pénétré sur le territoire polonais. Certains d'entre eux ont été abattus, mais beaucoup d'autres ont échappé à l'interception. Quelques jours après, l'Estonie a signalé une violation directe par 3 chasseurs MiG-31 russes. Ils sont restés dans les airs pendant 12 minutes avant d'être interceptés par des F-35 italiens. Pour renforcer la puissance aérienne des pays baltes, un avion de surveillance Airborne Warning and Control System turc a été déployé sur place pour surveiller l'espace aérien et coordonner les patrouilles de chasseurs. Plus tard, le Danemark a subi plusieurs incursions de drones près des aéroports et sites militaires, entraînant un renforcement des patrouilles. Par mesure de précaution, Copenhague et Oslo ont toutes deux fermé leurs principaux aéroports. Enfin, vers la fin du mois, des chasseurs de l'OTAN ont intercepté plusieurs avions russes, s'approchant de l'espace aérien balte. Pris ensemble, ces incidents soulignent à quel point les incursions russes sont devenues fréquentes. Mais le Kremlin ne viole pas l'espace aérien de l'OTAN sur un coup de tête. Ce sont des actions délibérées avec un objectif clair. Moscou les utilise pour tester la cohésion politique de l'OTAN et son engagement à soutenir l'Ukraine. En même temps, ces incursions servent un objectif tactique. Elles analysent en direct les réactions de l'OTAN. Chaque détail compte. La rapidité avec laquelle l'OTAN peut détecter, intercepter et neutraliser une menace, quels moyens sont déployés, combien de temps prennent les interceptions et comment la coordination fonctionne à travers les frontières. Chaque violation génère des renseignements cruciaux qui alimentent les calculs plus larges de la Russie en matière de dissuasion et d'escalade. Par exemple, lorsque des avions russes ont violé l'espace aérien estonien, il a fallu 12 minutes à l'OTAN pour réagir. Pendant ce temps, le F-35 envoyé en réponse coûtait plus de 40 000 $ par heure de vol. L'A3 Airborne Warning and Control System environ 66 000 $, et la fermeture préventive des aéroports pouvait faire grimper la facture totale à plusieurs millions. Cette disparité économique crée une impasse intenable où le coût de la défense dépasse largement celui de la menace. La Russie en était consciente et l'Europe aussi. Les Européens dépensent littéralement des millions pour contrer des incursions qui ne coûtent que des milliers aux Russes. Le mur de drones est censé corriger ce déséquilibre. À quoi ressemblera précisément le mur de drones et comment il sera financé reste à débattre, tout comme le calendrier exact de son achèvement. Il prendra très probablement la forme d'un réseau à plusieurs couches de capteurs, de radars, d'outils de brouillage et d'armes de précision. Ces systèmes seraient ensuite intégrés dans un bouclier défensif coordonné capable de détecter et de neutraliser les drones entrants ou sur le point d'entrer dans l'espace aérien de l'Union européenne. Des pays non membres de l'Union européenne comme l'Ukraine et la Moldavie pourraient également être intégrés au système, mais tout cela reste à débattre pour l'instant. Des systèmes anti-drones sont déjà en cours de développement dans le monde entier. Les Ukrainiens ont une grande expérience avec les capteurs acoustiques, qu'ils utilisent pour identifier les drones trop petits ou volant trop bas pour être détectés par le radar. Pendant ce temps, l'arme laser américaine Blue Halo Locust peut faire fondre des drones avec un rayon qui coûte 3 $. C'est peut-être la manière la plus rentable de dissuader les petites drones. L'Europe pourrait tirer parti de ces technologies et expériences. Cependant, appliquer ces systèmes en Europe à l'échelle souhaitée par l'Union européenne serait sans précédent. Le flanc de l'Union européenne de la Finlande à la Roumanie s'étend sur plus de 4000 km. Construire un réseau multicouche de systèmes anti-drones sur une telle distance est une tâche complexe. Le terminer en une seule année, comme l'envisage Bruxelles, n'est pas réaliste. Andreas Kubilius, le commissaire européen à la défense, pense que le mur anti-drone pourrait potentiellement déployer des capacités de détection de drones de base en 1 an. Cependant, il a ajouté que la construction d'un réseau complet sur terre et en mer, capable de suivre et de détruire des cibles, prendrait beaucoup plus de temps, probablement plusieurs années. Cela soulève alors la question de savoir qui en paierait le coût. L'Union européenne a indiqué qu'elle financerait le projet, mais les détails restent flous. S'agirait-il d'un nouveau fonds dédié, d'une réaffectation des programmes de défense existants ou d'un assemblage de contributions nationales? Nous l'ignorons. L'architecture financière du mur de drone est aussi incertaine que sa technique. Ce qui est certain, cependant,
c'est que l'industrie de défense européenne en bénéficiera énormément. L'achat de radars, de brouilleurs, de lasers et de drones intercepteurs pourrait représenter des milliards de contrats. Les entreprises de défense britanniques, françaises, allemandes, italiennes, espagnoles et suédoises formeraient la colonne vertébrale du mur de drones. En même temps, le projet laisse de la place à des acteurs non européens, notamment les États-Unis, la Corée du Sud, Israël et la Turquie. Chacune de ces nations apporte de solides capacités en guerre électronique, en détection de drones et en composants essentiels qui pourraient s'avérer indispensables. L'échelle et le coût ne représentent qu'une partie du problème. Intégrer des dizaines de systèmes nationaux dans un cadre de commandement et de contrôle unifié pourrait s'avérer encore plus difficile. L'interopérabilité réelle va au-delà du matériel. Elle nécessite des normes techniques communes, des communications sécurisées, des exercices conjoints et surtout des concessions politiquement sensibles. En pratique, cela signifie que les États membres de l'Union européenne devront céder une part de leur souveraineté si le mur de drones doit fonctionner comme un système véritablement intégré. Cela ne sera pas facile. L'Europe a l'habitude de résister aux mesures qui diluent le contrôle national. Cependant, les violations répétées de l'espace aérien par la Russie pourraient aider l'Europe à mieux se coordonner sur d'autres initiatives. Après tout, la peur de Moscou a fait plus pour l'unité européenne que Bruxelles n'aurait jamais pu le faire. J'ai été votre hôte Sierra de Caspian Report. Si vous appréciez ce que nous faisons, veuillez laisser un commentaire, cliquer sur le bouton j'aime et peut-être partager la vidéo. Dans tous les cas, merci pour votre temps et ça vole.